En République démocratique du Congo, les habitants de Goma ne décolèrent pas. Ils ont barricadé les routes aujourd'hui pour protester contre le meurtre d'au moins 4 personnes, dont un adolescent et un enfant, tués la nuit dernière par des bandits armés. Ils condamnent ce qu'ils appellent l'inaction du gouvernement face à ces tueries qui durent depuis le début de l'année. De Goma, le reportage de Charlie Kasereka. Aux environs de 19h, cette route principale était encore grouillante des marchands. Selon les témoignages, ils étaient armés, habillés pour certains en tenue de police. La première personne à succomber sous l'air balle est un jeune entrepreneur, la vingtaine, et qui travaille dans un point de recharge de téléphones mobiles installé aux abords de cette voie principale. Et notre victime, un enfant de 7 ans qui vendait des sacs plastiques. À quelques mètres de là, dans cette maison, une adolescente a été touchée par balle alors qu'elle était dans la cuisine familiale. Sa mère est inconsolable. Vraiment, notre gouvernement, c'est 0-0. Nous n'avons pas de gouvernement. Des balles crépitaient ici et les policiers étaient juste ici à côté. Ils n'ont rien fait. Ce matin, impossible d'atteindre les quartiers. Pour exprimer leur colère, les habitants se sont servis des poteaux électriques en cours d'installation et des pierres pour barricader plusieurs axes routiers menant à Turunga. Nous demandons des polices professionnelles, surtout ceux qui seront bien formés, afin de bien sécuriser cette partie-ci de Nyiragongo. Parce qu'il n'y a aucun policier qui sécurise la population. Il y a beaucoup de cas qui ont été enregistrés, mais nous n'avons pas trouvé de solution. Les forces de l'ordre ont du mal à assurer la sécurité dans cette partie de la ville de Goma, qui se trouve à moins de 10 km du parc de Virunga, où plusieurs groupes armés de bandits ont élu domicile. Depuis le début de cette année, on compte plus d'une vingtaine de civils tués dans des conditions presque similaires. Robert Mueller, qui était en charge de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans la présidentielle américaine de 2016, a réaffirmé qu'il n'avait pas innocenté Donald Trump de l'accusation d'entrave à la justice et qu'il ne l'avait pas totalement disculpé, comme l'avait dit le président. C'était lors de son audition devant le Congrès américain aujourd'hui pour la Maison-Blanche. Son témoignage est une catastrophe pour les démocrates. Compte rendu, Zili Diko. Juste avant le témoignage du procureur spécial Robert Mueller, Donald Trump avait encore assuré avoir été totalement exonéré par l'ancien chef du FBI en charge de l'enquête russe. Pas de collusion, pas d'obstruction, avait tweeté le président. À la question de savoir s'il partageait l'avis de Donald Trump, Robert Mueller a répondu par la négative. Les conclusions indiquent que le président n'a pas été disculpé des actes qu'il était accusé d'avoir commis. D'emblée, Robert Mueller a prévenu qu'il ne répondrait pas à toutes les questions. Et au cours de l'audition, il a fait preuve de prudence en faisant répéter plusieurs questions aux membres du comité et en demandant des conseils à un collaborateur. Même si le rapport n'a pas blanchi le président des soupçons d'entrave à la justice, le procureur ne s'est pas prononcé sur les suites à donner. Il s'est contenté de souligner qu'un choix délibéré a été fait de ne pas dire si oui ou non le président a commis un délit. Le fait est qu'un président en exercice ne peut pas être inculpé pendant son mandat en raison de l'avis émis par le département de la justice. Le faire serait anticonstitutionnel. Néanmoins, dans ce rapport de plus de 400 pages, le procureur spécial qui décrit les efforts russes pour aider Donald Trump en 2016 affirme ne pas avoir rassemblé suffisamment de preuves d'une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du président, malgré des contacts répétés. Pour nous éplucher cette grosse actualité américaine, j'accueille l'analyste politique René Lake, basé ici à Washington. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir et ravi de vous retrouver, René. Bonsoir, Jacques. Alors, pour des observateurs, Robert Mueller est apparu hésitant devant le Congrès américain, mal à l'aise, fragile. L'homme qui était en charge de l'enquête russe a-t-il été écrasé par l'enjeu ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Personnellement, la perception que j'ai eue... Pourquoi vous ne pouvez pas ? Vous avez suivi quand même sa prestation aujourd'hui.
Oui, bien sûr, je l'ai suivi du début à la fin, mais je ne dirais pas ça. Ce que je dirais, c'est que j'ai eu l'impression qu'il a été pris au piège de sa propre stratégie, puisqu'il avait clairement indiqué qu'il restait dans les cadres, dans les limites de son rapport. Chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait à la limite par des onomatopées du style oui, non. Et donc, du coup, à un moment, quand il n'était même plus sûr que s'il devait dire oui ou non, il était obligé de faire répéter 1, 2 fois parfois la question. C'était assez difficile à regarder, je dois avouer. Oui, c'était des réponses à minima et il a demandé à des élus de répéter une dizaine de fois leurs questions. Alors pour Stéphanie Grisham, porte-parole de l'exécutif américain, les 3 heures écoulées ont été une véritable catastrophe pour les démocrates. Attendez-vous à la même chose dans la deuxième partie, dit-elle, en référence à la deuxième audition de l'ancien patron du FBI qui se déroulait là tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est vrai que la prestation de Mueller, si on se base sur la prestation de Mueller lui-même, elle n'a pas été extraordinaire et je ne crois pas que cela va beaucoup changer les perceptions des uns et des autres. Ensuite, la deuxième partie, celle devant le comité pour les renseignements, sur les renseignements, là, il était un peu plus engagé, un peu plus dynamique, mais là également, je ne suis pas persuadé que ça va faire bouger les lignes. L'audition de Robert Mueller aura-t-elle un impact sur la campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2020 ? Écoutez, ça dépend, on va voir ce qui va se passer. Si, comme vous le savez, plusieurs comités au niveau du Congrès ont demandé à interviewer d'autres membres de l'administration, notamment de l'époque, notamment le conseiller aux affaires juridiques de Trump, mais la Maison-Blanche ne l'autorise pas pour l'instant. Le Congrès est passé par la voie judiciaire. On va voir ce que ça va donner. Donc tout dépend de comment cette affaire du rapport Mueller va se développer dans les semaines, les mois qui viennent. René Lake, vous êtes analyste politique ici à Washington. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie. Je vous en prie, Jacques. Retour sur le tollé déclenché par les propos du président américain visant des élus démocrates issus de minorités. Donald Trump leur a suggéré de quitter le pays si elle ne l'aimait pas. Ilhan Omar, qui est d'origine somalienne et qui représente le Minnesota au Congrès américain, appelle à poursuivre le combat contre le racisme. La jeune femme, dont les déclarations sur Israël il y a quelques mois ont également provoqué une vive polémique, a rencontré des militants démocrates musulmans hier. Le reportage de Brian Padden est repris par Arzuma Compaoré. Lors d'une réunion du caucus musulman à Washington mardi, la députée du Congrès Ilhan Omar a promis de continuer à se battre pour les droits des musulmans aux États-Unis. Si nous ne combattons pas cela complètement et ne poussons pas les gens, nous resterons coincés ici pour encore une génération ou 2. La démocrate du Minnesota ainsi que ses collègues du Congrès, Rashida Tlaib, Alexandra Ocasio-Cortez et Ayanna Pressley, ont été dénoncés par le président Trump pour ce qu'il a appelé des commentaires antipatriotiques. Il a également tweeté qu'elle devrait retourner d'où elle vient. Omar, une réfugiée somalienne arrivée aux États-Unis, est la seule du groupe à ne pas être née dans le pays et a été la cible des condamnations les plus sévères de Trump. Lors d'un récent rassemblement, le président a accusé Omar d'avoir tenu les États-Unis pour responsables des attentats du 11 septembre 2001 parce qu'elle avait autrefois qualifié les terroristes musulmans impliqués de personnes qui ont fait quelque chose. La foule avait alors répondu en scandant « Renvoyez-la ». Omar avait créé la polémique en février que de riches donateurs juifs américains avaient trop d'influence sur la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Elle s'est ensuite excusée après avoir été réprimandée par les démocrates et les républicains. Lundi, à la Maison-Blanche, lors de sa rencontre avec le dirigeant pakistanais, Trump a continué à critiquer les 4 femmes du Congrès. Je pense qu'elles sont vraiment mauvaises pour notre pays. Elles doivent détester notre pays. Après les attaques de Trump, Ilhan Omar a été accueillie par la foule sous des applaudissements au Minnesota. Parmi ceux qui ont fait le déplacement, Kirs Khan, père américano-pakistanais d'un soldat tué en Irak. Le monde et cette nation attendent beaucoup de votre leadership. Vous avez été choisi, votre temps vous a choisi. Répondant à une question de l'audience, Omar a tenu à rappeler que le fait qu'elle soit musulmane n'est pas une raison pour que certains pensent implicitement qu'elle sympathise avec l'extrémisme ou autres pratiques violentes. En tant que législateurs musulmans, on nous demande constamment de perdre notre temps à parler de questions auxquelles d'autres personnes ne sont pas soumises.
Selon un sondage mené par Politico, 53% des Américains, dont 84% démocrates et 16% républicains, estiment que la plupart des tweets du président à l'encontre des femmes du Congrès ont un caractère raciste. Les analystes disent que cela ressemble plus à une stratégie du président Trump pour galvaniser ses participants blancs en prévision des élections présidentielles de 2020. Cap sur le Zimbabwe, où la situation alimentaire est jugée alarmante. Dans un récent rapport, l'ONU indique que la faim guette une bonne partie de la population dans ce pays de 14,5 millions d'habitants. Une insécurité due notamment à la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño, de même que la crise économique actuelle. Un reportage de Columbus Mavunga, récit Blanche Sanou. Dans la banlieue de la capitale Harare, Plexedes Shibura arrive à peine à joindre les deux bouts. Âgée de 48 ans, sans emploi, elle a du mal à nourrir ses petits-enfants. Nous n'avons qu'un seul repas par jour. Parfois, ce sont des légumes que nous cueillons dans notre jardin. On se bat pour obtenir de l'argent et acheter de la nourriture. Je souhaite que nous puissions avoir de l'aide, surtout pour les enfants, car je suis au chômage. Même les frais de scolarité, je ne peux pas les payer. Quand ils sont malades, je n'arrive pas à couvrir les frais médicaux. La sécheresse qui sévit actuellement a dévasté les cultures, notamment le maïs qui est l'aliment de base dans le pays. En outre, le cyclone Idai a détruit de nombreux champs en mars dernier, quelques semaines seulement avant la récolte. Une situation critique et préoccupante qui ne laisse pas indifférent. Malheureusement, nous passons d'une crise à une urgence, ce qui est assez grave. En plus des défis économiques auxquels le pays est confronté, les gens ont perdu leurs revenus. La situation est vraiment précaire. Nous comptons sur la générosité de la communauté internationale, étant donné les contraintes du Zimbabwe. Les Nations Unies exhortent les agriculteurs à investir dans l'irrigation pour améliorer la sécurité alimentaire du pays. Selon les Nations Unies et le gouvernement, le Zimbabwe a besoin d'environ 218 millions de dollars pour lutter contre la faim d'ici avril 2020. Direction l'Afrique du Sud pour parler de Pillbox, un casier intelligent qui apporte un grand changement dans la manière dont les médicaments sont distribués dans les établissements de santé. C'est une initiative de Neo Utiri qui n'a pu être réalisée que grâce à l'obtention du prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, un prix créé en 2014 pour récompenser l'innovation en ingénierie. Davantage avec John Linden. Neo Utiri ne pouvait espérer mieux. Il est devenu le premier Sud-Africain à remporter le prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, doté de 25 000 $ après avoir conçu Pillbox, un système de casier intelligent qui distribue des médicaments aux patients atteints de maladies chroniques. J'ai été formé pour élaborer des solutions et des produits. Et je me suis dit, pouvons-nous construire un produit centré sur le patient? Cela nous concerne d'abord en tant que patient, tout en respectant toutes les exigences réglementaires et tout le cadre que le ministère de la Santé veut mettre en place pour améliorer l'accès aux soins. C'est en voyant que les patients passaient trop de temps dans les files d'attente pour collecter leurs médicaments dans les établissements de santé que Neo Utiri a développé ce concept qui permet aux malades de recevoir sur leur téléphone une alerte et un code PIN qui leur permet d'avoir accès à leurs médicaments. La machine facilite les choses parce que certains patients diraient que venir à la clinique est déjà stressant pour eux et qu'attendre ensuite un médicament, c'est un autre stress. Le casier intelligent semble également avoir trouvé un accueil favorable auprès des patients et beaucoup ne cachent pas leur satisfaction. Pillbox va bien, ce n'est pas stressant. Par exemple, quand je reçois un message sur mon téléphone, je peux aller le chercher le lendemain. Même si j'ai du travail à faire, je peux aller chercher mes médicaments. Je n'ai pas besoin d'attendre dans de longues files à la clinique. Donc, alors je viens, je prends mes médicaments et je pars. Cela me rend heureuse. Neo Utiri, qui dit avoir été surpris par son prix, qui récompense l'innovation en Afrique, travaille actuellement à l'amélioration des Pillbox et à la fabrication de plusieurs unités. À Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, l'art occupe une place prépondérante. En témoignent les petites boutiques qui proposent un éventail d'objets d'art. L'atelier des femmes se distingue par une approche écologique, comme nous l'explique notre correspondante Echa Seraï.
L'atelier des femmes à Saint-Louis est un peu différent des nombreuses boutiques qui comptent Saint-Louis. Le magasin est géré par l'association La Liane, qui aide des enfants et des femmes dans le besoin en les initiant au crochet et à la couture en utilisant des matériaux recyclables. Les femmes disent que je sais faire, et dès qu'elles arrivent ici, elles voient qu'il y a une différence avec la laine le sachet. Des sachets plastiques qui seraient autrement des déchets polluants les rues de la ville. Ça participe au développement du pays. Pour éviter la saleté, le désordre, donc on ramasse les sacs plastiques, on les lave, puis on découpe et on le crochette. Même si les matériaux utilisés sont peu conventionnels, beaucoup de femmes ont appris la couture ici, dans cet atelier. En fait, la couture, ça je n'ai jamais fait. Je ne savais pas que j'allais même un jour toucher une machine. Et quand je suis venue, c'est ma première fois, c'était là que j'ai fait. Quand les femmes ont fini leur formation, leurs produits sont vendus dans la boutique de l'atelier et elles gagnent un pourcentage du profit. Au-delà des transactions, ces femmes apprécient l'esprit de solidarité qui règne dans cet environnement. C'est ma famille qui est là. Voilà. Ici, c'est la famille. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté et l'association La Liane est toujours prête à les aider. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Certaines viennent une fois par semaine, d'autres y travaillent à plein temps. Une chose est sûre, toutes les femmes qui sont passées par l'atelier y laissent leur marque. Chaque produit est unique, un objet d'art. Isha Sarai, VOA Afrique, Saint-Louis. Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous. Du tennis pour commencer. Bientôt une académie de cette discipline au Bénin en visite à Cotonou. Le vice-président de la Fédération française de tennis, Daniel Schoss, s'est exprimé sur le projet de construction de l'Académie francophone de tennis dans la commune de Ouidah. Suivez. C'est bien sûr un projet béninois, mais c'est un projet qui va bien au-delà du Bénin, puisqu'il est porté d'abord et avant tout par le Bénin, mais il est aussi porté par finalement aujourd'hui près d'une quarantaine de fédérations de tennis francophones qui attendent ces fédérations dans la maison commune qui est la leur, la 2FT, cette association qui donc attend évidemment que ce projet avance. L'ancien patron du foot libérien, Moussa Hassan Biliti, a été banni par la FIFA pour une période de 10 ans de toute activité liée au football. L'actuel membre du comité exécutif de la CAF a aussi été condamné à une amende de 455 000 €. La FIFA reproche à Biliti, je cite, le détournement des fonds octroyés dans le cadre de sa campagne 11 contre Ebola en novembre 2014. Cette campagne a vu des stars du foot promouvoir les mesures de sensibilisation sur cette épidémie. Biliti a aussi été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds de la Fédération libérienne de football au profit des entreprises contrôlées par lui ou sa famille. Destination Premier League pour l'Égyptien Trezeguet. L'attaquant international Mahmoud Trezeguet Hassan quitte son club turc de Kasimpasa pour rejoindre Aston Villa pour un montant estimé à 9,8 millions €. L'ailier de 24 ans, auteur d'un but en 4 apparitions lors de la récente CAN, devient la 9e acquisition d'Aston Villa qui débutera sa saison de championnat le 10 août à Tottenham. Et pour finir, juste un petit plongeon, ça se passe entre deux continents. Mais dans une même ville, Istanbul, chaque année, des milliers de personnes participent à la course de natation intercontinentale qui relie la rive asiatique et celle européenne de la capitale turque. Cette année, la manifestation a rassemblé quelques 2300 participants venus de 30 pays. Voilà, on s'arrête ici pour l'espoir. On se retrouve demain. Merci bien, Yacouba. À demain. Et maintenant, nous nous rendons au Maroc pour braquer les projecteurs sur le festival Tzbaha Baha. L'événement est annuel et met en relief l'art urbain sous toutes ses formes dans les différents quartiers de Casablanca. Au programme de la 6e édition, une battle graffiti, une résidence d'artistes, une exposition d'art et bien entendu des fresques murales créées au cœur de la ville par des artistes de renommée internationale. Thierry Kaoré nous emmène découvrir. Sur ces glues qui arpentent les rues de la ville, des artistes munis de leurs pinceaux affichent leur savoir-faire sur les bâtiments de la ville. Majid Bahar se réjouit d'être le seul artiste marocain sélectionné pour cette édition.
Il ne s'agit pas seulement d'organiser un festival, mais d'inviter des artistes célèbres que nous ne voyons que sur Internet. Je suis très honoré d'être invité et de représenter le Maroc. Le festival a été divisé en 4 événements. Une galerie d'art, un atelier d'échange de compétences, un concours de graffitistes et des sessions de formation. Pour le concours, les 12 artistes en compétition ont présenté leurs œuvres devant un jury et un public venu nombreux pour admirer cette créativité. J'ai découvert qu'il y avait tellement de personnes talentueuses que nous ne connaissions pas auparavant. C'est incroyable de voir comment elles créent, comment elles travaillent le style, comment elles construisent les lettres et les couleurs. C'est faramineux, nous sommes très heureux, très surpris. Durant 2 semaines, le festival a permis d'embellir les façades des bâtiments de la ville, mais ce n'est pas tout. Il s'agit de sensibiliser les gens à ce genre d'art et les laisser accepter les expressions artistiques dans la rue. Donc, Dieu merci, nous n'avons eu aucun problème avec les résidents de Casablanca. Au contraire, ils ont bien accueilli des événements comme ceci et ce genre d'initiative. Le festival Sbara Bara du Maroc a refermé ses portes en donnant une autre image à la ville de Casablanca. C'est d'une beauté, une petite visite s'impose. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une très bonne semaine, bien sûr.